Complètement d'accord. Pour moi, c'est hyper lié à la culture de l'erreur. Grosso modo, il y a que de moins en moins, mais il y a que dans la Silicon Valley et un peu dans certains endroits au Canada où c'est mis en avant. Où sur le CV, on va poser tous nos échecs et notre recruteur, il va faire waouh! Tout le reste du monde, et particulièrement en France, on cache nos erreurs, nos échecs, et du coup, ça nous pousse à être des mythos en puissance, à arrondir les angles, à 8 ans d'expérience, on va mettre 12 ans, à assistant on va mettre direction, euh, parce que c'est pas relevé comme quelque chose de fondamental. Comment il a traversé ses échecs Hmm. pour piloter une entreprise, mais même pour piloter quoi que ce soit, ou pour être en copilotage d'une famille, c'est hyper important d'avoir traversé des conflits familiaux et parfois, évidemment, plein de fois d'en avoir perdu, d'en avoir souffert, d'en avoir été traumatisé pour juste tenter de faire mieux. C'est déjà tellement immense tenter de faire mieux. Hmm. Faire mieux, on ne sait pas si on va réussir, mais tenter, là réside toute la démarche. Et pour tenter de faire mieux, il faut avoir des nouvelles compétences, des nouveaux ajouts, en avoir discuté, s'être remis en question lors d'une thérapie ou psychothérapie. Et là, il se passe des choses. Et bien sûr qu'il y a des deuils, mais on a la liste, elle est infinie de deuils qu'on a à faire ou qu'on n'a pas encore fait, en fait, de petites choses qui sont là, stagnantes et qui empêchent. Bienvenue sur Terra Incognita, le podcast qui explore et qui explique la complexité du monde. Salut à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous accueillir sur ce premier épisode de Terra Incognita, un podcast dans l'univers de Terra Typique, avec lequel je vous propose de voyager ensemble à la découverte de concepts peu ou mal explorés dans notre paysage médiatique. Pour introduire le concept d'aujourd'hui, il faut bien comprendre que le monde n'est pas binaire. Les générations d'aujourd'hui l'ont bien compris et on peut dorénavant construire notre pensée avec une nuance qui longtemps, trop longtemps, a été oblitérée. Il convient cependant, pour accéder à cet univers infini de nuances, de borner les spectres de certains concepts. Ainsi nuance-t-on aujourd'hui les expressions de l'autisme entre différents niveaux qui eux-mêmes se subdivisent en une myriade de caractéristiques plus ou moins présentes. De même, entre l'infrarouge et l'ultraviolet, la palette de couleurs permet de nommer avec richesse et relief la diversité du monde visuel qui nous est accessible. Et l'on peut se situer dans des courants politiques entre deux extrêmes, fluctuer dans et hors des schémas proposés en fonction des sujets de société. Vous l'aurez compris, la subtilité m'est indispensable. Pour autant, certains concepts ont vu leurs jalons amputés de moitié, réduisant la pensée associée à une satellisation d'idées autour de l'une seule des extrémités, nous privant ainsi de la subtile variété que le spectre pourrait nous proposer. C'est l'une de ces malheureuses oubliées que l'expédition Terra Incognita se propose d'explorer aujourd'hui. Quittant les terres de la psychorigidité, bien connue comme étant l'expression d'un immobilisme certes rassurant, mais potentiellement néfaste quant à nos capacités d'adaptation, nous allons partir en quête de son opposé, le yin qui viendra compléter son yang, le Dr Jekyll de notre Mr Hyde, le Sherlock de ce Moriarty. J'ai nommé l'élégante et nécessaire psychosouplesse. Mais une expédition à l'aveugle serait une folie, sans le regard averti d'un cartographe éclairé. C'est pourquoi, pour m'aider à tenir la barre du navire, j'ai convié à son bord un homme aux multiples casquettes. Mentor, vidéaste, facilitateur en intelligence collective, créateur de jeux, écrivain et bien plus encore, j'ai le plaisir immense d'accueillir aujourd'hui l'inénarrable Franck Obadia. Bonjour Franck. Bonjour Florian, merci pour cette introduction élégante et extraordinaire, large. Avec grand plaisir, comment vas-tu? Ben, je vais bien. Quand il y a un petit rayon de soleil, ça va toujours un petit peu plus, un petit peu mieux que la normale. Donc là, il y a un petit rayon de soleil, donc ça va. C'est super, oui, ça donne de l'énergie en effet. Franck, est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, tu pourrais te présenter voilà, par l'angle que tu veux, par le focus que tu veux, pour présenter un petit peu tout ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens?
Oui, avec plaisir. On va prendre l'angle oblique parce que c'est toujours pas mal. Euh, je crois que ce qui me drive le plus à l'accumulation de mes expériences et de mon histoire et qui est vraiment très présent aujourd'hui, c'est la narration. Pour moi, raconter des histoires, c'est vraiment de l'ordre des mathématiques, bizarrement. Pour moi, c'est vraiment comment on va se raconter, comment on va raconter un projet, comment on va raconter le faire ensemble, notre vision du monde. En fait, c'est tout ça, même un entretien d'embauche, tout ça, c'est nos traumas. C'est comment on raconte une histoire. Et parfois, c'est comment on la revisite ou comment on se donne les moyens de l'améliorer. Et je crois qu'à chaque instant, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est voué à devenir très rapidement un souvenir, puis une histoire qu'on va raconter sous différentes formes. Donc, pour arriver là, en fait, c'est une accumulation de plein de choses. Je viens du territoire audiovisuel au départ, donc j'ai fait pas mal de réalisations, de docus, de courts-métrages. J'ai participé à quelques longs-métrages et j'ai pu faire des making-of pour longs-métrages, ce qui était pour moi une manière extraordinaire d'apprendre tout en faisant et d'apprendre de grands narrateurs, de voir comment, pour un film, par exemple, il y a trois espaces de narration. Il y a vraiment l'écriture scénaristique, qu'est-ce qui se passe au tournage et le montage. Et dans ces trois phases, on peut raconter tout un tas d'histoires, même si c'est la même, qui vont prendre différentes teintes et différentes directions. Donc j'ai fait pas mal de motion design, en particulier pour essayer de raconter des sujets complexes sous forme pédagogique et appréhensible. C'était un de mes grands kiffs de travailler entre autres pour des neuroscientifiques et de les aider à mettre en place leur campagne Kickstarter. Au fur et à mesure, je me suis formé aussi à l'accompagnement, en particulier avec l'approche systémique et stratégique de Palo Alto. J'avais beaucoup lu avant de me former et ça n'a fait que confirmer et ça m'a fait mettre en pratique plein de concepts. Et aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment de ceux qui peuvent plus séparer théorie du pratique parce que c'est trop important. Je vois trop de gens euh, qui, qui ont des bibliothèques de savoir mais qui pratiquent jamais et ça m'attriste énormément. Et je vois très très peu de gens qui pratiquent naturellement sans savoir, mais ça existe aussi. Et pour moi, c'est vraiment deux faces de la même pièce. C'est très important de venir switcher et rebondir l'un ou l'autre parce que les deux vont ensemble. Et je pense que la théorie, encore plus, tu vois, je pense que la théorie avance avec la pratique. Ça améliore les choses. Il y a plein de concepts dont on va parler sûrement aujourd'hui, qui ont été posés dans le passé, où il y a eu des rajouts et où aujourd'hui on vient encore ajouter une nuance, une transversalité, une nouvelle approche. Donc tout ça pour arriver à ces dernières années, je me suis, après plein d'échecs d'entreprise et quelques réussites, je me suis concentré sur la création, le développement et la formation d'un jeu-outil qui s'appelle Chaos Fertile. Euh, donc c'est une petite image d'illustration derrière moi qui permet de faire des projets en favorisant l'intelligence collective qu'on peut utiliser à n'importe quel moment de la mise en place d'un projet et qu'on peut utiliser à n'importe quelle profondeur aussi. Ça peut être aussi bien pour développer une idée que pour créer un événement, créer un produit, créer une approche, créer une sensibilisation, tout un tas de choses. Donc vraiment un outil systémique pour le coup. Et ça m'a amené à te rencontrer. Ça m'a amené à pas mal d'aventures en France et jusqu'à La Réunion. On a aujourd'hui un peu plus de 600 boîtes vendues un peu partout dans le monde, mais principalement en francophonie. Donc j'en suis hyper fier et j'aurais jamais imaginé tout ça. Et on a un nombre X de projets qui ont été mis en place avec notre outil. Et donc, c'est très dur d'avoir des retours de tous les projets, mais il y en a beaucoup. Et puis, ça va aussi bien de la mise en place de longs métrages que d'associations dans la résilience alimentaire,
de nouvelles définitions de l'aéronautique pour 2030. C'est très, très large et varié et ô combien enrichissant. Et ravi d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet qui me travaille, je dirais, depuis une dizaine d'années, mais dont j'avais l'envie d'écrire quelque chose fortement. Et là, j'en arrive aux versions abouties. Je suis en discussion avec différentes personnes pour voir comment je propulse cette notion et ce manuscrit dans le monde, chez des gens que je ne connais pas. Et ravi avec toi d'explorer tout ça. Ravi aussi. Alors, pour la petite parenthèse, on mettra dans le descriptif du podcast et dans toutes les publications qui seront associées le lien, notamment vers le site de Chaos Fertile. Pour que tout le monde puisse découvrir un petit peu cet outil. Je peux attester de la richesse de l'outil et de l'infinité des champs d'exploitation et d'utilisation. Voilà, moi, je l'utilise autant personnellement que professionnellement depuis pas mal de temps, presque un an maintenant. Et en effet, c'est d'une richesse incroyable. Alors, comment en es-tu venu, quand même, après toutes ces aventures, toutes ces constructions, euh, à te poser la question de définir ce qu'était la psychosouplesse et comment est-ce que tu en es arrivé déjà à te dire, tiens, mais ce terme-là, est-ce qu'il existe? Est-ce que je l'invente? Qu'est-ce que c'est que ce concept-là? D'où ça Mm. vient en fait? Merci pour ta question. En fait, je crois que je suis tombé sur ce mot, ça a eu un impact immense sur moi parce que c'est comme si vraiment j'avais trouvé un trésor dont plein de gens m'avaient parlé. Il y a eu un truc de... Euh, je pense que je suis toujours dans une danse, peut-être ponctuellement, peut-être toute ma vie, de qu'est-ce que c'est cette quête de légitimité, qui on est pour parler de quoi, est-ce qu'on n'ose pas, mais à partir du moment où plein d'idées reviennent et arrivent, l'incroyable, à se synthétiser dans un concept, c'est une grande victoire intérieure. Euh, Ce que je me rends compte en découvrant ce mot, c'est que donc que ça correspond à plein de choses que je suis ou que je tends à être, et ça correspond vraiment au-delà de ça à ce que j'adore chez les autres et ce que j'adore voir dans le monde, ce qui est pour moi de l'ordre dans le spectre de la solution, n'étant pas lui-même une solution parce qu'il s'agit plutôt d'une discipline qui amène à faire plein de choses. Je pense que j'ai toujours été très sensible aux espaces rigides. Je crois que c'est vraiment le point de départ et qu'on peut rapidement appeler psychorigidité et à vraiment distinguer avec l'exprès. En fait, on utilise beaucoup psychorigide, mais sans faire exprès, maladresse, on va dire. On l'utilise aussi pour les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Ce qui n'est pas de la psychorigidité, c'est juste qu'ils sont pas d'accord. Faut bien le. C'est vraiment sur une autre rive de Ouais. l'insulte, espèce de psychorigide. Je crois que la psychorigidité, personne ne peut l'être complètement et on peut pas ne pas la voir. C'est plutôt où elle se situe et comment on peut la travailler, quoi. Euh, donc en fait, il y a pas mal de choses comme la brutalité, comme les anciens systèmes que certains veulent maintenir. Tu vois, je crois que c'est en lien avec pas mal d'espaces de conservation et du conservatisme en général. Je suis plutôt pas pour, mais je suis pour l'évolution des pratiques, l'évolution des pensées, l'évolution de plein de concepts en fait, d'où on vient, mais qu'on peut encore améliorer. Et de tout ça, en fait, à un moment donné, j'imagine ce mot. Et je me dis, un des trucs qui m'a pincé, en fait, qui m'a fait tilt, c'est quand la neuroplasticité est devenue un terme hyper à la mode. Hmm. Je trouve ça assez extraordinaire que des neuroscientifiques, donc on parle de gens qui ont étudié
euh, 8 à 12 ans et qui après ont pratiqué je ne sais combien d'années, au bout d'un moment, ils perçoivent cette chose-là. Que peut-être que notre faculté d'empathie par les neurones miroirs, notre faculté d'apprentissage et plein d'autres choses sont liées à la neuroplasticité. Et moi, ça me pose un petit problème dans le sens où c'est une vision presque physiologique et surtout matérialiste du monde. Dans le sens où on a d'un côté la psychorigidité, qui est un concept psychologique et philosophique, on va dire, et de l'autre côté, on n'avait pas de penchant dans ce territoire. On avait juste la neuroplasticité qui est pratiquement pratico-pratique sur comment on apprend, comment on est ensemble et comment on peut avoir les neurones miroirs. Donc je me suis dit, mais il manque un mot, et psychosouplesse, ça m'a semblé être d'une poésie infinie, dans un premier temps déjà. Donc vive la poésie qu'on peut mettre dans des choses un peu complexes. Et, euh, et ensuite, j'ai vu qu'il existait et qu'il voulait vraiment dire ce que ça veut dire, mais que personne n'utilisait. Il était comme perdu au milieu des dictionnaires, avec, je ne sais pas pour quelle raison, une grande inutilisation de ce mot. J'ai trouvé ça incroyable. Aux États-Unis, on utilise ce concept en parlant de flexibilité mentale, et c'est relativement, ça démarre, mais ça commence à s'installer comme notion. Mais en France, on peut utiliser ce mot-là, mais on a psychorigide, et quel est le pendant en fait? Et j'ai trouvé ça extraordinaire, psychosouplesse. Pour moi, c'est vraiment comme un gymnaste extraordinaire qui ferait des prouesses. Et il y a quelque chose de beau et de poétique et qui nous touche, en fait, je crois, je pense. Et donc, j'ai souhaité voilà, plonger dans ce concept. Et pour ce manuscrit et pour comment j'essaie de l'appliquer dans la vie, je me suis dit, je vais essayer de trouver l'endroit qui permet d'explorer, parce que c'est pas une chose unique. C'est forcément par plein d'approches différentes. Un peu comme si on devait jardiner. On se dit, allez, j'en ai marre de rien faire dans le jardin, je vais jardiner. Mais on peut pas y aller avec un seul outil, quoi. Avec ta tondeuse, tu vas pas tailler tes arbres, et tu as besoin d'un petit sécateur et d'un débroussailleur et d'une tondeuse et d'une multitude de choses que j'ai, moi, du coup, englobées sous une catégorie qui serait là le jardinage, mais que j'ai englobé sous la catégorie de psychosouplesse. Qu'est-ce que c'est, comment l'atteindre et de quoi c'est constitué un petit peu. Alors, moi, quelque part, sur ce dont tu parles, là, sur ton parcours de découverte de ce terme psychosouplesse, la première chose que ça m'a évoqué quand on a commencé à discuter de ce sujet-là, toi et moi, c'est que, quelque part, la psychorigidité, en fait, était déjà un jugement, une anormalité par rapport à ce qui était considéré comme une certaine norme, la neuroplasticité. Donc, et je pense que c'est aussi un peu pour ça que le concept a mis du temps à émerger, alors que la psychorigidité, on en entend parler depuis, depuis des décennies, quand même. Euh, Parce qu'on a vu, avant de voir cette capacité à intégrer de nouvelles choses, à évoluer dans sa pensée, dans sa psyché, dans son comportement, dans ses émotions, etc., on a vu l'aspect automatiquement négatif de ah ben, quand on n'est pas capable de, voilà ce que ça induit, avec tout le côté heu, socialement et sociétalement, problématique aussi. C'est-à-dire que, psychorigidité, bon, ben, voilà, enfin, moi je pense que j'ai autour de moi pas mal de personnes qui, sur certains points, ont une, psychorigidité, particulièrement forte, mais où c'est socialement acceptable quelque part, c'est moins problématique. Par contre, en effet, on voit sur, l'évolution des problématiques et des troubles mentaux, ces dernières décennies aussi, la psychorigidité, l'incapacité et la non-volonté à vouloir appréhender certains concepts, certaines manières différentes de faire et cetera, pouvaient socialement
être problématique. Et donc, bah, à partir de là, il y a eu beaucoup d'internements en hôpitaux psychiatriques, d'isolement social, d'incarcération, parce que bah, t'es pas dans la norme. T'es pas dans la norme, t'es pas capable d'accepter ce que tout le monde accepte, ce que la société a jugé comme étant normal. Et c'est ça qui a été mis en exergue. Et j'ai l'impression qu'avec, en effet, comme tu le disais, hein, les évolutions sur les neurosciences, mais aussi sur la santé mentale et aussi et surtout sur la propension aujourd'hui à se connaître soi-même, à travailler sur soi, à comprendre son fonctionnement et quelque part à accepter, intégrer son unicité et ses atypies. On a commencé à se dire, ah oui, non, mais si en effet il y a l'extrême sur certains comportements de la psychorigidité, comment qualifie-t-on quelqu'un qui est capable de jongler avec différents concepts, de switcher, de comprendre, de faire preuve de flexibilité, d'acceptation intellectuelle, émotionnelle, sociale. Et en effet, je vois bien ce que tu veux dire hein, avec cette idée de l'immobilisme qui est induit par la psychorigidité, la rigidité quelle qu'elle soit, hein, cette espèce de bloc de granit ouais, dont on ne sait pas trop ce qu'on pourra en faire, comment le contourner, comment l'éviter. Et qui, d'un point de vue métaphorique et symbolique, hein, nous dit quand même, ben, je reste planté sur mes positions, voilà, je suis sur mon bloc de granit et ça bouge pas. Bah ouais, mais dans ce cas-là, il faudrait que tout le monde soit sur le même bloc de granit pour qu'on s'entende et pour qu'on se comprenne. Sinon, on n'y arrivera jamais, quoi. Ou alors, on accepte de descendre de son bloc de granit et un petit peu plus de flexibilité, de souplesse, Mm. pour appréhender le monde et les autres d'une manière différente. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. C'est une manière de concevoir différemment le monde qui nous entoure et surtout la capacité à appréhender le monde et les autres. Je suis complètement en accord. Et tu vois, en t'écoutant, j'imaginais si jamais, depuis le plus jeune âge, on restait sur nos rigidités, on marcherait tous à quatre pattes, en fait, tout simplement. Et on n'aurait pas développé le langage. Non, ça m'intéresse pas, en fait. À toi de savoir mes besoins. C'est pas à moi de les exprimer. Toi, je vais apprendre des mots. Donne-moi à manger, lave-moi. Euh, donc, je crois qu'on le fait tellement naturellement jusqu'à un certain point. En fait, c'est comme si c'était OK de passer de bébé à enfant ou d'enfant à adulte, mais de l'autre côté, c'est pas tout à fait OK d'être, je sais pas, le citoyen que tu veux. Donc, à partir de là, il y a un processus d'éducation et en t'écoutant aussi, je pensais à nos injonctions, en particulier les injonctions bah, faites à tout le monde, mais on va parler un instant des injonctions genrées que les enfants de notre époque ou encore plus ceux d'avant ont pu subir. Une injonction face aux enfants de sexe masculin, c'est sois fort. Et en fait, le soi fort, il inclut le soi rigide et il n'y a aucun mouvement possible et dont les femmes s'inspiraient pour elles aussi parvenir à on me respecte parce que je suis fort. Donc il y a tellement de choses qui ne sont pas OK. Et pour moi, tu vois, psychosouplesse, c'est 100% relié au mot vulnérabilité, à cette chose dont on a tous besoin, qui fait de nous, à mon sens, une des plus hautes valeurs humaines et qu'on ne traite pas en fait. On fait comme si c'était là. Des fois, elle est déchirée, des fois, elle est respectée, et puis c'est accessoire. Alors pour moi, c'est essentiel. Et puis, la psychologie souplesse, pour moi, elle vient danser avec ça. Donc, comme on revient de ces injonctions d'être dur, moi aujourd'hui, vraiment, si je m'inflige une injonction, c'est d'oser parler avec mon cœur et d'oser être vulnérable. En fait, c'est pour moi la plus grande forme de courage dans la masculinité comme dans la féminité. Hmm. Oser être vulnérable, c'est high level pour moi. Euh,
Et je crois que la psychosouplesse, c'est ça. Bien sûr que c'est intéressant de pouvoir être fort parfois, mais pas dur et pas rigide. Et je crois que ce que j'essaie d'exprimer aussi avec la psychosouplesse, c'est le spectre, en fait. On a nos espaces difficiles, et de l'autre côté, il y a un espace qu'on pourrait dire lâche, dans le sens de trop souple, et de dur à lâche, en fait, tout ce qui se passe au milieu, c'est de la souplesse. Et à nous de poser les deux balises. Et la souplesse, c'est pouvoir avoir simplement accès, parfois à être fort sur ses positions, ok, quitte à se faire traiter de psychorigide, parce que voilà, il faut. Et de l'autre côté, pouvoir modifier ses a priori, modifier sa perception, modifier, le pire, le plus compliqué, notre vision de l'autre, qui peut des fois être rangé en mode estampillé, badgé, lui il est comme ça. Euh, donc je crois que c'est tout ça, c'est plutôt un segment. Mais bien sûr, pour comprendre ce segment, il faut tendre de l'autre côté que la psychorigidité, et ensuite on peut voir ce qui se passe entre les deux et toutes ces nuances possibles. C'est en effet hein, ce qui m'a inspiré l'introduction avec laquelle j'ai débuté cet enregistrement. Mm, Cette histoire de spectre, de nuances et de flexibilité, de pouvoir se mouvoir entre les différents jalons, les mm, différents extrêmes. François Rabelais commençait Gargantua en disant l'abus en tout est mauvais. Et je pense que autant d'un point de vue matériel hein, et consommation, etc., c'est tout à fait vrai. Mais ça l'est aussi d'un point de vue psychologique, sociétal, interactionnel, émotionnel. Oui, l'abus de ce que tu appelais la force, en tout cas l'image de la force, de l'homme inébranlable, etc. C'est mauvais, on le voit, on peut l'analyser aujourd'hui, les générations de nos pères, de nos grands-pères qui sont restés dans ces injonctions-là, ça a été très négatif pour leur propre construction et ça a déclenché en effet cette psychorigidité qui font qu'aujourd'hui, les évolutions sociétales leur paraissent impossibles à concevoir. Mais il en va de même pour la féminité aussi, hein, cette injonction d'être dans le fait de prendre soin de l'autre, dans cette vulnérabilité, dans cette image de la femme princesse qu'il faut venir sauver, etc. Ben, on, bien sûr. on a glissé peu à peu sur des abus, sur l'émergence d'une masculinité toxique, sur des histoires effroyables comme l'affaire Pellico récemment, et bien d'autres, hein, bien d'autres. Mm, Euh, mais parce qu'à un moment, voilà, il y avait, selon moi, ces abus dans une posture, sans se permettre de naviguer et d'avoir des sas où on n'était plus dans cet extrême-là. On n'était plus dans ce côté abusif de la masculinité et de la binarisation aussi du monde. Après, je m'interrogeais là quand tu parlais de cette histoire-là de la psychosouplesse chez les enfants, le fait de développer le langage, mhm, la station debout pour marcher, etc. Et tout de suite, je me suis dit, bon, la première chose que ça m'a évoqué, c'est, ah bah tiens, c'est marrant, j'ai réfléchi à ça il y a quelques semaines maintenant sur le concept de neurogénèse et de cette capacité que l'on a physiologiquement hein, à entretenir et créer de nouveaux circuits synaptiques et neuronaux dans notre cerveau et dans notre corps tout au long de notre vie. mm, Et donc, ce qui nous permet, en effet, d'évoluer, d'apprendre. Et cette espèce de mythe qu'il y avait pendant très longtemps, je l'ai vécu aussi, hein, où on disait, oui, alors à 21 ans, pour les hommes, quand ta croissance s'arrête, euh, tes neurones, ça s'arrête aussi de se développer, de se transformer, de se connecter. Et il y a un peu cette image, bon alors déjà, on est d'accord, hein, c'était de la grosse connerie, mm, cette histoire-là. Mais en plus de ça,
euh, je suis venu à une autre réflexion liée à ça en me disant, mais est-ce que, in fine, la problématique, elle n'est pas dans le rapport de l'adulte à l'enfant? L'adulte comme un produit fini, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, l'enfant, oui, il a la psychosouplesse parce qu'il faut lui apprendre, parce qu'il évolue, parce que c'est lié à sa nature intrinsèque, et avec un petit peu cet objectif, tu vois, de dire, ouais, mais quand tu seras grand, quand tu seras adulte, et en effet, Sora. tu seras un homme, mon fils. Il y a cette espèce de motivation quelque part dans l'envie de progresser quand je serai grand, quand je saurai faire ceci, quand je saurai faire cela, et qui invite à se dépasser, à penser les choses d'une manière différente, à expérimenter, à évoluer en soi, et qui arrive à un moment, et assez très tôt, et je pense aussi avec le système scolaire, hein, où on te dit, ben voilà, à tel moment, tu es ça. Tu es ça et tu vas rester là. Bah, ça provoque plein d'interrogations hein, sur l'immobilisme dans les classes sociales, sur encore une fois, hein, ces questions de genre, de masculinité toxique, etc., etc. Et je me dis, est-ce que quelque part, c'est pas les adultes qui auraient inconsciemment dit, attends, 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 mais si je me permets de me dire que je peux encore évoluer en tant qu'adulte, qu'est-ce qui me différencie, en somme, de l'enfant sur lequel j'ai une certaine autorité et un certain pouvoir aussi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu poses et c'est justement l'idée euh, des multiples niveaux en fait. Si on regarde l'approche systémique pour qu'est-ce que ça veut dire un enfant, un adulte, dans un autre système parallèle mais tout aussi valable, ces deux personnes sont des animaux de type être humain. Et si on arrête de regarder qui est soi-disant un adulte ou soi-disant un enfant, ils sont tous les deux capables de capacités immenses et de choses incroyables. Et on pourrait leur donner plein de petits jeux ou petits défis. On pourrait assez rapidement observer que l'enfant avec, tu vois, je pense au chamallow, marshmallow challenge, l'enfant assez rapidement va faire essai, erreur, réussite, là où l'adulte va ou réussir ou rater indéfiniment ou presque. Hmm. Euh, donc, euh, donc, évidemment, je crois que c'est une question de position terrible, mais de position de sachant. Ouais. Euh, et moi, je me suis auto-amusé d'observer que j'avais écrit des choses quand j'étais petit, que j'ai relu il n'y a pas longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais écrit qu'est-ce que c'était pour toi être un homme de 40 ans. Et j'avais écrit euh, 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 je ne sais pas trop, mais ce qui va être extraordinaire, c'est que enfin, j'aurai plus aucun doute. Et en fait, je me rends compte à quel point fail. Mais je me rends compte de la vision, exactement comme tu as dit, de comment on nous a dit un enfant, c'est incomplet, deviens adulte, tu seras complet. Tu n'es pas un adulte. Et c'est un truc, toute la vie qu'on utilise, arrête de faire enfant, même Hmm. dans le monde adulte, c'est vraiment un truc de complet ou incomplet, sachant, ignorant. Tu as fait le job, tu n'as pas fait le job. Ce qui est en soi pas possible avec des gens, je ne sais plus qui a dit ça, c'est que plus on en sait, plus on perçoit l'immensité de ce qu'on ne sait pas. Et c'est tellement notre vie d'adulte, en fait, Mais bien de, sûr. de voir comment le terrain inconnu, précisément, est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait cru ou perçu au départ. Ce que je sais, c'est une goutte dans l'océan de ce que j'ignore. C'est clairement ça. Et tu vois, cette image-là de l'enfant est incomplet, l'adulte est complet. Euh, je pense que ça a eu aussi des effets sociétaux hyper pénalisants hein, bah, Bien à sûr. l'échelle de la société française. Hein. Je ne suis pas assez expert sur d'autres sociétés occidentales pour en parler, mais je vois en effet la différence entre la génération de mes grands-pères qui à 18 ans étaient des adultes. À 18 ans, ils étaient des adultes parce qu'ils avaient un boulot, parce qu'ils avaient compris le monde dans lequel ils évoluaient, qui était
un monde bien moins vaste que le nôtre, hein. Aujourd'hui, là, tu arrives à 18 ans, tu commences tout juste à découvrir l'immensité du monde. Sortir du prisme familial, de tes proches, de la ville où tu as grandi, découvrir d'autres cultures, d'autres manières de penser. Et puis alors Internet, n'en parlons pas d'Internet. C'est une ouverture sur à la fois l'espace, l'entièreté de la planète et de l'univers connu, mais aussi sur le temps, un accès rapide, facile à plein de données historiques, et attendre que la personne devienne adulte en ayant trouvé son utilité, son rôle, la compréhension du monde qui l'entoure, etc. Bah, aujourd'hui, ça provoque encore euh, chez certaines personnes l'incapacité à se sentir adulte euh, pendant bien bien longtemps. Et je me souviens, moi, quand j'étais ado, on a commencé à entendre parler du terme adolescent. Bien sûr. Comme s'il y avait eu, tu sais, cette nouvelle catégorie qui s'était foutue entre l'adolescent et Oh, parce que, ben, oui, c'est plus compliqué. Bon, ben, non, à 18 ans, on peut plus dire qu'on est adulte et tout ça, machin, donc on va le mettre adolescent. Puis il y aura un petit côté un peu négatif aussi, hein. Tu vas pas rester adolescent toute ta vie, passe le bah, cap. on monte le niveau des supérieurs sachant et on crée une nouvelle catégorie dont on prend l'ascendant, quoi. Terrible. Bien sûr. Enfin, moi, j'ai eu la chance, je pense, dans ma vie personnelle et professionnelle, d'être d'avoir été tout le temps en contact avec des enfants. Étant enfant moi-même, mais même après à l'adolescence, mes parents étaient enseignants. Plus tard, ma mère a pris sa retraite de l'éducation nationale et était assistante maternelle. Plein de gamins à la maison. Moi, j'ai travaillé dans j'ai passé mon BAFA, j'ai fait des colos, des centres de loisirs, j'ai fait une longue partie de ma vie professionnelle dans ce domaine-là. Et en fait, ouais, quand tu es au contact des enfants de manière permanente, tu la vois, la nuance, tu les vois, les différences. Et puis, si tu as ne serait-ce qu'une once d'humilité pour sortir de cette posture-là de je suis l'adulte sachant qui détient le pouvoir et le savoir, tu te rends compte qu'il y a des trucs où les enfants, ils nous mettent à l'amende. Il y a pas de... il y a pas de tout, ils nous mettent à l'amende. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai travaillé autour du jeu, donc dans l'animation. Je me suis assez vite spécialisé dans tout ce qui concerne la ludopédagogie et l'animation de jeu. Et moi, j'arrive pas, enfin, j'ai une certaine psychorigidité peut-être là-dessus, mais je suis incapable de faire semblant de perdre à un jeu face à un enfant. Je ne vois absolument pas l'intérêt. Je pense que je l'ai vécu quelques fois étant gamin et que ça m'a... Je trouvais ça complètement absurde que l'adulte fasse comme si, tu vois, bah oui, tu me prends pour un con, qu'elle a plus qu'autre chose, tu me prends pour un con. Et j'en suis venu à me dire, mais attends, si je peux pas faire ça, mais que j'ai quand même envie de continuer à jouer avec des gamins. Forcément, hein, si je joue avec eux et que chaque partie que je fais, je les défonce, ils auront plus envie de jouer avec moi. Et Donc, je vais essayer de trouver des trucs sur lesquels ben, on a les mêmes chances. tout Donc, à fait d'accord. au début, voilà, je Changer les suis allé sur paramètres, quoi. les Mm. jeux de dés, de hasard, etc. Et puis, à un moment, je me suis dit aussi, mais attends, il y a sûrement des trucs sur lesquels ils peuvent m'éclater sans effort. Et les jeux de mémoire à court terme, c'est des tueurs. C'est Mm. des tueurs, vraiment. Et ça, je l'ai énormément conseillé à des éducateurs, éducatrices, à des parents, de dire, mais jouer à un jeu de mémoire à court terme, le memory, ouais, mais j'aime pas le memory. Bah oui, tu t'aimes pas en tant qu'adulte parce que tu sais que tu vas perdre, surtout face à un enfant. Et donc, ça va te déstabiliser un petit peu dans ton rôle par rapport à lui. Mais ton enfant, là, que tu as envie d'élever, à qui tu as envie de montrer qu'il est capable, etc. En faisant ça et en jouant toi, sincèrement, honnêtement avec tes capacités, et lui aussi,
il va pouvoir affirmer et montrer que il a aussi des capacités et il arrive à faire des choses et que sur certaines choses, il est meilleur que toi. Et tant mieux, parce qu'il y en a Mm, d'autres sur lesquelles il est moins bon que toi et c'est normal aussi. mm. Et c'est une construction importante aussi, je pense, dans la vie, parce que sinon, bah, on en vient aussi à développer des complexes de perfectionnisme, hein, et ça, j'en ai vu beaucoup aussi, des personnes de ma génération qui soit se rendaient malades pour essayer de faire une chose absolument à la perfection, soit à l'extrême opposé, étaient des missionnaires de tout, parce que bon, de toute façon, je pourrais pas le faire parfaitement, donc ça sert à rien de le faire. Complètement, moi aussi, je m'entends hyper bien avec les enfants et en particulier avec ceux qui ne savent pas encore parler. Parce que je me sens hyper bien avec eux, parce que tout est possible et surtout, il n'y a plus de cloisons qui sont si difficiles de l'autre côté à retrouver avec des adultes, des gens sans cloison, c'est pas comme une mesure et il en faut certaines. Ce que j'ai pu découvrir avec Chaos Fertile, après une partie avec des ados, donc c'était 11, 13 et 14 ans, c'est qu'on se trompe éventuellement quand on dit les enfants ont une imagination débridée, parce que je pense qu'on a tous une imagination débridée, en gros. Mais nous, soi-disant adultes, on y met des paramètres de faisabilité. Et c'est ça qui fait que nous, notre imagination est bridée par ça. Les enfants n'ont pas ça. Et à chaque fois que je me connecte à un enfant sur une histoire, sur un jeu, sur un moment à partager ensemble, en fait, ça me reconnecte à ça et ça fait un bien fou parce que quand je leur propose un univers imaginaire, il n'y a pas d'effort. Je me rappelle d'une conversation avec la fille d'une amie qui avait 5 ans. Et je m'amuse à lui dire, bon alors, euh, est-ce que tu as vendu toutes tes friandises à Madame Crocodile ou pas? Pour la titiller, je viens de la rencontrer, je devais la garder le lendemain. Et en fait, c'était d'un naturel hors norme. Madame Crocodile n'est pas passée au magasin, donc je lui ai laissé une note. Elle est rentrée dans ce que je lui ai proposé en rajoutant des choses avec une souplesse hors norme. Ce que la plupart des gens, et encore plus, on va dire, tous les gens plus âgés que moi, on va dire, que je connais, auraient dit, mais de quoi tu parles? Même si il y a une partie de leur enfant intérieur qui est stimulée par l'idée que on est dans un univers fantaisiste, le rationnel prend toute la place et fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis tout un territoire de la folie, les cloisons, qu'est-ce que Mm. en fait, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'endroits qui sont en plus pas forcément péjoratifs de la psychorigidité, qui fait que c'est aussi, je crois, l'empêchement d'être trop fantaisiste dans un monde ultra méga productif et rationnel. En fait, nos rigidités, elles sont à tous les endroits, je crois, qu'on ne regarde pas, aussi simple que ça. Ben, pourquoi tu fais ça? Ben, parce que j'ai toujours fait comme ça. Et là, ok, démonstration par, par l'exemple. Alors que quelqu'un qui, quand je lui dis pourquoi tu fais ça, il fait, ben en fait, je rajoute toujours une nouvelle épice quand je fais un plat pour continuer à explorer, même si je suis un bon cuisinier. Là, moi, ça me fait titre. Je sais que j'ai des choses à apprendre de cette personne, de Mm. son comportement, Ouais. de sa bouffe, de sa manière de cuisiner. Et Sa il y a de la conception du monde et de l'itération aussi. voilà, par cette petite twist, je fais OK, je vais me taire et écouter beaucoup. Mm. Ça y Mm. est. Ah, et alors cette histoire du on a toujours fait comme ça, c'est une rigidité qui aujourd'hui vient mettre des bâtons dans les roues d'énormément d'évolutions qui ne sont pas du luxe, mais qui sont devenues nécessaires, et Mm, notamment dans le monde du travail. Je suis parti du salariat mm, pour ça. Pour ça, ah ouais, non, non, mais on a toujours fait comme ça de toute façon. Bah oui, mais tu peux pas toujours faire comme ça dans un monde qui évolue aussi vite. C'est pas possible. Enfin, à un moment, tu vas être largué et tu vas être à la traîne.
Et tu vas dire, ah ouais, mais pourquoi est-ce que on n'avance plus à la vitesse du monde et pourquoi est-ce que on est à la ramasse et pourquoi est-ce que ce qu'on propose en termes de modèle socio-économique, en termes de management, en termes de propositions sociales, politiques, etc., pourquoi est-ce que ça fonctionne plus? Ben parce que tu es resté sur le on a toujours fait comme ça et ce qui a marché à un instant T ne marchera plus l'instant d'après, ou en tout cas pas si tu le gardes exactement de la même manière. Tu sais, c'est la citation d'Einstein, quoi. La vraie folie, c'est de reproduire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. 100% d'accord. Ouais, il y a un truc qui bloque là-dedans, quoi. Il y a un truc dans ce que tu dis aussi qui me fait tilt, c'est que, et je crois que c'est vraiment un lien, même si je ne l'ai pas abordé frontalement dans le manuscrit, peut-être que je vais le faire, on verra. Euh, c'est la faculté de, désapprendre ou réapprendre ou apprendre différemment. En fait, si à un moment donné, ponctuel, on a besoin de quelque chose, c'est OK d'apprendre comment on le fait et on va l'utiliser et c'est génial et pendant un certain temps, on va même augmenter nos compétences. Trop stylé. Mais ça ne veut pas dire que pour toute notre vie, on a besoin de cette compétence, déjà. Et ensuite, très très dur, si à un moment donné de notre vie, on nous dit, bah là, tu dois apprendre, tu dois pratiquer le contraire de ce que tu as appris, ça va être impossible. Pour la Mm. plupart des gens, tant qu'on n'a pas ce recul, parce que ça veut dire un processus de désapprendre, de repart à zéro, de remise en question, je crois que c'est un gros morceau que tout le monde observe, regarde, nomme, et puis passe à côté. Tu sais, c'est ce fameux sac plastique qui reste pendant 2 semaines devant le supermarché. Personne Mm. ne prend, mais c'est énorme la remise en question. Et donc, à un moment donné, il faut évoluer notre logiciel et à un moment donné, il faut clairement changer de logiciel, en fait, dans Mm. l'idée. Et ça prend lieu partout. La manière dont on se nourrit, la manière dont on relationne, la manière où on parle du consentement avec son ou sa chérie. En fait, on peut, depuis l'épisode MeToo et plein d'autres choses, hein, c'est qu'un élément qui a encore plus nous a permis de parler de ça, il est impossible de faire sans la notion du consentement. La personne qui le ferait, non seulement psychorigidité notoire, mais met en danger Mm. beaucoup plus qu'avant quand on était ignorant, parce que l'ignorance, elle permet plein de petites folies agréables, désagréables pour l'autre. Mais une fois qu'on sait ça, on ne peut plus faire sans. Et On là, peut il y a la plus bataille. décevoir. Exactement. Et là, il y a bataille, conservateur, innovateur, disrupteur. Ah! Et c'est dur de se sentir bah, vulnérable. Là, je ne sais pas. Là, il faut que je réapprenne. Là, apprends-moi. Mm. Wow! Mm. Heureusement qu'il y a la neuroplasticité, une neurogénèse qui vient faire son chemin. En plus, je crois vraiment que bah, grâce à toutes ces avancées, ça a pu amener plein de concepts philosophiques et psychologiques du coup, et que je crois qu'aujourd'hui, c'est valable pour à peu près tout, mais encore plus peut-être nos chemins de pensée, la qualité versus la quantité. C'est pas Mm. tout d'avoir plein de neurones ou d'avoir un super QI, c'est comment tu utilises tes neurones et qu'est-ce que tu fais de Oui. tes quotients intellectuels. Parce que si tu as un QI hyper élevé, mais que tu fais que de l'argent pour toi en achetant des actions totales ou des actions d'actions toxiques sur le monde, à quoi ça sert? Mm. Au niveau ni personnel, relation, à quoi ça sert? Donc il y a d'autres spectres. Et la qualité de recréer des nouveaux chemins de pensée, de nouvelles manières, pour moi, c'est vraiment un stimulant hors norme. Je sais que pour toi aussi. Bien sûr, ça l'est. Et je pense dans tout ce que tu dis, notamment autour de la remise en question, j'ai pas mal réfléchi à ça ces dernières années. Voilà, il y a quelques années de ça, j'ai entamé une psychothérapie cognitivo-comportementale qui a duré plus de 2 ans, euh, qui m'a fait un bien fou, hein, et voilà, non seulement factuellement dans ma vie de tous les jours, mais d'un point de vue cognitif aussi, quoi, c'est du kiff. Mais il a fallu, dans tout ce processus,
accepter de faire face à un nombre incalculable de deuils. Parce que Mmh. la remise en question, en fait, selon moi, c'est ça, c'est faire le plus dur, hein, ce qui bloque et ce qui fait que beaucoup de personnes se sentent incapables de se remettre en question, c'est d'accepter de faire le deuil de l'image qu'on avait de soi avant, de l'image qu'on avait du monde avant, d'accepter à un moment de nuancer un petit peu son regard sur soi-même, sur ses parents, sur son histoire. Tu vois, tu parlais du consentement, commencer à dire oh, est-ce que j'ai été est-ce que j'ai respecté le consentement de mes partenaires tout au long de ma vie? Et il faut être en capacité aussi de se dire: «Ah bah non, là j'ai foiré», tu vois? Là j'ai et alors que tu avais une image de toi, d'être, une bonne personne, une belle personne, respectueuse et cetera, de venir ébrécher un petit peu cette armure dorée, venir l'égratigner, ça pique. Moi, j'ai eu cette réflexion la première fois, je pense, sur la question de la violence. Je me définis comme étant, non violent, voire incapable de violence. Et j'en suis assez fier aussi, hein, quelque part de prôner le discours, l'échange plutôt que l'opposition frontale, brutale et cetera. Mmh. Et à un moment quand même, il a fallu que je me dise: «Mais si, il y a des moments où j'ai été violent. Il y a des moments où j'ai été violent» et c'est peut-être ces moments-là qui m'ont, un petit peu traumatisé parce qu'ils allaient à l'encontre de qui j'étais et qui font qu'aujourd'hui, je me sens même incapable de violence quand il le faudrait. Mais il y a vraiment ce rapport-là au deuil, qui est difficilement surmontable et je pense que philosophiquement et psychologiquement, en France du moins, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire sur cette notion-là. Complètement d'accord. Pour moi, c'est hyper lié à la culture de l'erreur. Grosso modo, il y a que de moins en moins, mais il y a que dans la Silicon Valley et un peu dans certains endroits au Canada où c'est mis en avant. Où sur le CV, on va poser tous nos échecs et notre recruteur, il va faire waouh! Tout le reste du monde, et particulièrement en France, on cache nos erreurs, nos échecs, et du coup, ça nous pousse à être des mythos en puissance, à arrondir les angles, à 8 ans d'expérience, on va mettre 12 ans, à assistant on va mettre direction, euh, parce que c'est pas relevé comme quelque chose de fondamental. Comment il a traversé ses échecs Mmh. pour piloter une entreprise, mais même pour piloter quoi que ce soit, ou pour être en copilotage d'une famille, c'est hyper important d'avoir traversé des conflits familiaux et parfois, évidemment, plein de fois d'en avoir perdu, d'en avoir souffert, d'en avoir été traumatisé pour juste tenter de faire mieux. C'est déjà tellement immense tenter de faire mieux. Mmh. Faire mieux, on ne sait pas si on va réussir, mais tenter, là réside toute la démarche. Et pour tenter de faire mieux, il faut avoir des nouvelles compétences, des nouveaux ajouts, en avoir discuté, s'être remis en question lors d'une thérapie ou psychothérapie. Et là, il se passe des choses. Et bien sûr qu'il y a des deuils, mais on a la liste, elle est infinie de deuils qu'on a à faire ou qu'on n'a pas encore fait, en fait, de petites choses qui sont là, stagnantes et qui empêchent. Tu vois, en pensée systémique, on parle souvent du grain de sable. Il y a des gros engrenages dans chacun des systèmes auxquels on appartient. Et la pensée d'avant, c'était oh, il faut un changement, on va tous changer de roue. Mais c'est une catastrophe et c'est pharaonesque, en fait. L'approche systémique, elle vient tenter d'identifier un grain de sable dans l'engrenage, fait oh, ça refonctionne, nickel. Mmh. Mais mais il y en a plein au fur et à mesure, et puis ça Bien sûr. abîme. Ça. Mmh. Euh, donc plein de deuil. Et pour moi, une notion qui m'est très chère, c'est la créativité. Encore une fois, c'est un peu comme la narration. Pour moi, c'est systémique. Ça va tellement dans tellement de directions. Et plus on est souple, psychosouple, plus on va pouvoir injecter toutes les parties de notre vie de créativité. Et donc forcément, un peu oublier l'ancien, s'en inspirer, pour ce qu'il y a de bon ou de mauvais, et faire du nouveau, quitte à fail. Ouais. C'est tellement, tellement trop cool de fail. Typiquement, tu vois, tu parles de Terra Incognita, je vois le Galion. Euh,
vrai ou pas, peu importe, on va prendre la théorie la plus en vogue. Christophe Colomb, quand il découvre l'Amérique du Sud, il va pour les Indes. Mm. Quelle erreur magnifiquement en zone d'apprentissage. Combien de choses sont issues de ce moment clé, même s'il Bien y a sûr. des théories, on ne va pas tout explorer là-dedans, mais Dans essentiel. cet exemple, mais on peut en avoir des dizaines et des dizaines d'autres. La création des cornflakes, Complètement, voilà, euh, la sérendipité au sens extrême, extrême. exactement. Et enfin, ouais, il y a plein, plein, plein de situations. La tarte tatin, j'ai lu ça aussi. Il y a pas longtemps, la tarte tatin, c'était ouais, une erreur, quoi. Le gâteau s'est cassé la gueule, on l'a cuit à l'envers, tant pis. Oh, ben c'est génial en fait, c'est trop bon la tarte comme ça. Et ouais, faut l'accepter. En fait, je pense même que le fait de se foirer, c'est un processus absolument nécessaire pour évoluer. Euh, euh, c'est ce que disait Ben, ce mec-là qui écrivait sur les fournitures scolaires. Celui qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Et c'est tellement exact. Moi, je le vois, hein, et je l'ai conscientisé notamment dans mon rôle de papa. Ok, il y a des trucs, je veux pas faire comme mes parents. Très bien. Et en fait, tu te construis aussi sur ça, j'en veux pas. Parce que sinon, tu es dans cette reproduction monolithique, rigide, et à un moment, te permettre de vivre quelque chose qui est pas cool, qui génère chez toi des réactions psychologiques, émotionnelles, voire physiques pas agréables, c'est aussi venir alimenter la question du message je n'en veux plus. Et souvent, hein, on le voit aujourd'hui avec toutes les réflexions qu'il y a autour du fait de prendre une décision. J'ai l'impression qu'on est un peu de moins en moins capable de prendre des décisions parce on nous a toujours vendu et mis sous les yeux quelque chose, une aspiration vers l'idéal, et de considérer notre histoire, notre vécu aussi comme étant idéal, et de fermer les yeux un petit peu sur les erreurs, les échecs. Et t'es là, et tu dis, bon, bah, ok, mais comment est-ce que j'arrive à choisir en fait si je sais pas ce que je ne veux pas? Et tu le vois hein, dans une démarche personnelle. Hein, moi, j'accompagne pas mal de personnes en ce moment en réorientation professionnelle. Euh, Poser la question qu'est-ce que tu veux faire? C'est mort. Tu n'auras pas de réponse. Par contre, prendre l'autre prisme et dire ok, par rapport à tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie? On va éliminer, on va éliminer des champs incroyables hein, de l'univers professionnel juste par les choses que tu ne veux pas. Et Complètement. après, dans ce qui restera, on ira gratouiller pour aller doucement vers ce que tu veux. Mais ça, tu peux le voir, enfin, tu ne peux accéder à ce regard-là sur les choses que en ayant vécu des choses non idéales, des choses que tu ne veux plus reproduire par la suite. Et sans aller, autant que faire se peut, dans l'extrême des traumas, quoi. Parce que c'est ça aussi, on est tellement en résistance dans l'idéalisation de certaines choses et tout, que on résiste, on résiste, on résiste jusqu'à ce que ça casse. Bon, bah, quand ça casse, c'est déjà un petit peu trop tard, c'est difficile de réparer derrière. Ouais, je suis complètement d'accord. Je reviens sur un des points que tu as dit de comment faire pour ne pas faire comme nos parents. Euh, c'est hyper dur. Moi, je pense qu'il y a, en tout cas, je l'imagine comme ça, qu'il y a comme trois étapes pour juste devenir souverain dans le sens être soi-même au contrôle de sa vie, dans une définition non politique et très la plus basique possible. Si on a des parents fonctionnels, on va très souvent tendre vers faire la même chose. Et on va avoir des lignées de gens qui sont des fois super bien, super bons, mais avec des dysfonctions qu'on maintient
Et même une bonne personne peut être parfaitement psychorigide, parce qu'elle ne veut pas changer, en fait, à aucun prix. Et on va de père en fils, ou de mère en fille. Quand on se rend compte enfin qu'il y a des dysfonctionnalités, le premier réflexe, et très souvent les gens de notre génération se sont bloqués là, ce qui est déjà un premier mouvement, hein, c'est déjà génial, je vais faire le contraire. Mon père m'a tellement battu pour se faire entendre que moi, je vais que donner de la tendresse et de la Hmm. douceur et des bonbons, et je veux que mon enfant soit libre et pas contraint. Tant pis s'il lui faut des limites, je ne lui donnerai pas de limites. Et donc, on va vraiment à la polarité inverse qui va créer quasiment la même chose, mais c'est pas goût chocolat, c'est goût fraise. Mais c'est un autre endroit. Et je crois qu'il y a un troisième mouvement quand on a pu expérimenter les deux, parce qu'en fait, c'est des étapes qui est OK, trop chouette. Maintenant que j'ai expérimenté un peu et que j'ai fait des erreurs que j'ai voulu admettre, euh, j'ai fait comme mes parents, j'ai fait le contraire de mes parents, et du coup, il y a une création de nuances. Où est-ce que je veux aller? Et là, ça revient à Bien sûr. l'autre chose que tu disais, de quoi j'ai envie. Et c'est vaste. Mais tu vois, si on dit de tout, pour moi, ça veut vraiment dire de rien. Mais dès qu'on commence à définir, même quand on nomme terra incognita, on sait que c'est une terre, on sait qu'elle est inconnue, donc on va éliminer tous les territoires connus. On sait que c'est une terre, donc c'est pas un territoire de mer ou spatial. On a des contraintes ultra Hmm. créatives qui fait que on sait à quoi s'attendre, on sait comment elle va le reconnaître. Est-ce que c'est une terre que je connais ou pas? Est-ce que c'est une terre ou pas? Est-ce que si c'est inconnu, ça m'intéresse? Oui, allons-y. Et ça va devenir un petit peu plus familier. Où est-ce qu'on place le curseur, la jauge, entre les jalons extrêmes d'un côté ou de l'autre? Et tu parlais tout à l'heure des enfants comme quintessence même de la psychosouplesse, chose que je partage infiniment avec toi. L'apprentissage chez les tout petits fonctionne comme ça. Moi, je l'ai vu chez mon fiston et chez tous les enfants que j'ai pu voir, les plus jeunes. Tu fais tomber, enfin, il fait tomber son verre d'eau sur la table, il y a de l'eau sur la table. Ok. Tu essuies, tu re-remplis le verre d'eau, il refait pour voir si c'est bien ça, pour expérimenter, tu vois. Et ouais, il y a ce besoin-là de vérifier. Ok. Et du coup, si je touche pas du tout le verre d'eau, oui, il y a pas d'eau qui coule. Mais bon, j'ai soif. Comment je fais pour voir? Elle est où? Alors, bien sûr, là, c'est schématique à l'échelle d'un enfant de 10 mois qui commence à manipuler, à avoir l'appréhension. Mais en fait, c'est comme ça, c'est entre cet extrême-là de si je bourrine le verre d'eau, il tombe et j'ai pas envie de ce résultat. Si je touche pas le verre d'eau, l'eau, elle tombe pas, mais je bois pas. Elle est Hmm, où la nuance entre les deux pour arriver à atteindre ce dont moi j'ai envie entre ces deux extrêmes? complètement. Et il y a tout un chemin. Et c'est fascinant. Très en lien avec l'éducation, il y a une des premières lois informatiques auxquelles je suis hyper sensible, qui s'appelle EDAC, pour Error Detected Autocorrection. Erreur détectée, autocorrection. Et en fait, c'est que quand ils ont commencé à faire les communications avec les premiers systèmes orbitaux qu'ils ont envoyés, donc un ping, un aller-retour d'une info pour voir si ça marche, en fait, ils avaient des infos segmentées et du coup, ils perdaient tout le paquet parce que ça n'avait aucun sens ce qu'ils recevaient. Donc, ils ont dû créer une information de début, de fin et d'autocorrection. En premier, je dois recevoir 12 informations. Tant que j'en ai pas 12, ça reste ouvert. Bref, tout un tas de règles et qui sont typiquement le comportement d'un enfant. Il va expérimenter, il va détecter une erreur, il va s'auto-corriger et il va auto-recréer d'autres erreurs d'autres types pour, au bout d'un moment, dire, OK, j'ai cerclé cet endroit-là, check. Et ce qui est génial, c'est en plus très souvent lié à ça m'amuse plus. Ouais. D'être lassé, tu vois. Et je crois que c'est vraiment la différence entre un outil et un jeu. Typiquement, c'est qu'un outil, quand on l'utilise mal, bah, tu abîmes ta matière première et tu as des pertes. Ou alors tu t'abîmes toi et tu coupes quelque chose avec la tronçonneuse. Alors qu'un jeu, toute perte est acceptable. En vrai, notre vie n'est jamais en danger, sauf dans Squid Game.
Est-ce que c'est vraiment compliqué? Euh, mais du coup, le jeu permet l'erreur et permet de performer et permet à un moment, il faut être hyper souple psychologiquement pour être OK à jouer en fait. Juste OK à jouer, juste OK au principe de je connais pas encore les règles, je m'assois, je sais pas ce qui va se passer, on est cinq, on va peut-être gagner ensemble, gagner chacun de notre côté, s'humilier, grandir. Je vais peut-être perdre mon temps et m'ennuyer, je vais peut-être m'éclater et découvrir une nouvelle vocation. En fait, le courage qu'il faut pour s'asseoir juste à une table et dire OK, let's play. Ça m'apporte un éclairage supplémentaire, hein, sur tout ce que j'ai vécu de tous ces adultes que j'ai rencontrés en tant que ludopédagogue, qu'animateur jeu, qui me dit ah, mais non, mais moi j'aime pas jouer. Et où non, pour moi ça c'est inconcevable. Tu ne peux pas ne pas aimer jouer, tu es un mammifère. Tous les mammifères de la planète apprennent en jouant. Donc que tu me dises que tu n'aimes pas jouer, en fait c'est que tu n'aimes pas apprendre. Et tu vois, au fil de notre discussion, bah oui, parce que apprendre, ça veut dire accepter de redevenir un enfant, de ne plus être le sachant. Moi, je dis souvent, hein, je pense que le maître, c'est celui qui a compris qu'il serait un élève toute sa vie. Hmm, Et c'est important pour moi, en fait, ouais, parce que cette stimulation, tu disais, le jeu, quand ça m'amuse plus, j'abandonne. Bah ouais, moi, il y a un peu de ça aussi, et je l'ai rencontré dans mes expériences professionnelles aussi, quand j'ai fait le tour de la question et que ça ne me stimule plus assez, je me lasse et je me casse. hmm, hmm, Et, et pendant longtemps, hein, c'était pas le modèle de mes parents, le modèle que la société voulait, etc. Et je me suis dit, bah, mince, je suis pas normal. Force-toi! Force-toi à rester dans ces boulots. Et ça m'a conduit à des dérives terribles, hein, jusqu'à un burn-out, notamment. Voilà, j'en ai fait deux. J'en ai fait un sur ma fin d'études en prépa et un sur un boulot là où j'essaie de m'accrocher, de m'accrocher, de m'accrocher. Euh, Parce que d'un point de vue relativement objectif par rapport aux critères de mes parents et de la société, c'était un super boulot, il fallait que je le garde, quoi. Mais non, j'étais pas aligné avec ça, j'étais pas Jusqu'à du tout. quel niveau? Ouais, ouais, complètement. Revenons un petit peu quand même sur ton manuscrit, parce qu'on en a parlé, et, j'essaye de me mettre un petit peu à la place de nos auditeurs et auditrices, qui doivent se dire, bon, bah, c'est bien, il parle du concept, mais nous, comment est-ce que on a à bouffer sur la question, excepté en écoutant Franck et Florian discuter. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, sans trop spoiler, hein, sur ce projet d'écriture? Comment tu l'as conçu? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir dans les mains? Question un peu biaisée pour moi, parce qu'en vrai, je l'ai dans les mains. Je suis un des premiers qui ont pu lire les premières moutures. Donc vas-y, raconte-nous un peu la genèse et l'état de ce projet. Ouais. Pour moi, ça aurait pu être resté à l'état de ah, trop chouette, un nouveau mot qui correspond à plein de choses de ma vie et juste l'utiliser dans mon jargon quotidien. J'aurais pu complètement m'arrêter là. Euh, Ça aurait correspondu à mon besoin personnel, on va dire, et puis je m'arrête là. Et puis les gens qui me rencontrent. Mais parfois, pas toujours, ça arrivait rarement dans ma vie, ça arrivait avec le jeu Chaos Fertile et ça arrivait avec ça. J'ai un besoin pas compréhensible que j'essaie de détacher de toute humilité ou fierté ou prétention. Il y a besoin juste d'en parler à au-delà des autres, d'en parler, de parler de ça au monde. Parce que pour moi, même si ça vient comme une valeur peut-être fille ou filiale de l'empathie, qui est pour moi extrêmement, extrêmement important, la psychosouplesse amène non pas une solution à des problèmes, mais une manière d'aborder les choses. Donc, dans ce livre, on va faire une sorte de survol d'une terre inconnue et pas si inconnue, parce que j'aborde des choses qu'on connaît tous, je pense.
mais je vais ponctuellement faire des hyper zooms sur des endroits qui sont un peu, ce dont je parlais tout à l'heure, des petits grains de sable qui, une fois identifiés, changent l'ensemble du mécanisme. Donc, par exemple, pour ne pas spoiler, du coup, je vais en isoler certains que je vais partager et pas partager tout. Par exemple, je vais parler de moi, ce que j'appelle les trois moteurs. C'est juste une grille de lecture. Elle n'est pas fermée, elle n'est pas justement, j'espère, psychorigide, et elle n'empêche pas la complète validité de plein d'autres grilles de lecture. Mais celle-là me plaît parce qu'elle est rapidement chopable et on peut l'utiliser de manière hyper concrète. Et donc les trois moteurs que tout être humain ont, je pense, c'est, on va dire, la tête, l'espace mental, imaginaire, l'espace de logique, l'espace d'intelligence, de certaines intelligences. On a le cœur, tout l'espace émotionnel et comment on va traiter cette information et aller-retour avec notre tête. Et on a le corps, tout le sensoriel et slash la sexualité. Et en fait, si pendant un instant, même si on est un être complet, on va diviser ces trois endroits, on va se rendre compte que on fait peut-être pas bien la répartition des charges. Et se connecter à ça, juste de prendre le recul, tu vois, comme si on faisait un survol en drone et d'un seul coup comprendre ce qui se passe autour de nous dans notre village, ben en fait, va nous donner accès à énormément de nouveaux jouets, de nouvelles manières d'appréhender ça et de trouver, chacun à sa manière, selon d'où il vient et surtout selon où il veut aller, comment équilibrer ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Moi, je ne veux pas dire ce que c'est l'équilibre, mais je veux poser l'endroit que peut-être que c'est pas équilibré, vois ce que ça te fait d'entendre cet endroit-là et vois ce que ça te fait de sentir où ça se durcit justement. Quel endroit je veux pas lâcher? Quand je parle, par exemple, du fait que bien majoritairement, a fortiori en France et en Occident, on est des hyper-têtes. On est en hyper-mentalisation, sur-mentalisation de tout, tout le temps. On est vraiment coupé des émotions et du corps. C'est pas une nouveauté. Et à coup de plume ou de burin, il faut qu'on trouve comment être un peu plus bas, un peu plus ancré, un peu plus de pouvoir parler des émotions, parler de ce qui se passe dans notre corps, qui est vraiment hyper loquace quand on commence à l'écouter. Et donc, c'est un des premiers aspects dont je parle, comment être en lien avec l'observer, l'écouter et éventuellement l'utiliser, cet endroit des trois moteurs, ce qui va créer du coup une forme de psychosouplesse dans le sens où on va être OK momentanément, même si en imaginant que ce n'est qu'un jeu au départ, réinterroger ce qu'on pense savoir dur comme fer. Et je suis une tête et je suis un ego et je suis ça. Ça permet juste de ramener une nouveauté qui va peut-être tout redistribuer. Et comment est-ce que tu l'amènes, cette nouveauté, par le biais de ton écrit, pour permettre à chacun et chacune de se l'approprier? Ah ouais. En fait, j'ai choisi une manière qui me convenait d'avoir un peu à l'image de l'alimentation équilibrée, je voulais une lecture équilibrée. En tout cas, c'est la tentative. Donc, au sein du même livre, il va avoir des aspects théoriques, des fois généraux, des fois personnels. Il va avoir des aspects pratiques, il y a des exercices très concrets pour explorer, des fois des choses qu'on a déjà explorées ou des fois des choses totalement nouvelles, je pense, pour certains ou certaines, et des petites histoires. Parce que je trouve que c'est une manière vraiment très ludique d'apprendre, où j'ai mis en situation deux personnages amis, mais avec des profils polarisés, on va dire, un petit peu, pour le bien de la narration et de la dramaturgie. Et des premiers retours que j'ai eus parmi mes, mes 20 relecteurs, c'est hyper chouette parce qu'ils identifient tout de suite ou quelqu'un qu'ils connaissent, ou eux-mêmes, ou quelqu'un dont ils ont entendu parler, et Certains ils de nos peuvent tout de propres suite. comportements.
Exactement. Ils peuvent tout de suite dire, ah, c'est très concret, alors que pris deux personnages qui sont loin dans le temps et loin ailleurs qu'on est là, Mm. mais dans des situations systémiques, humaines, qu'on a tous eues, euh, de tétuisme, de persévérance, d'intériorité, d'extériorité, de jugement extérieur. Donc j'ai essayé, voilà, d'en faire une salade composée de plein de petites choses. Et pour moi, c'est typiquement, même si je crois pas trop, je crois aux zones de cerveau, genre zone pratique, zone théorie, mais je crois plutôt en l'électricité qui se balade entre eux plus ou moins vite. Le fait d'enchaîner pratique, théorie, histoire, en fait, ça va stimuler énormément de nos sens, émotions et perceptions. Euh, où mon objectif final, c'est éventuellement de créer la chose que je kiffe le plus au monde quand je le vis ou quand je le provoque ou quand je le vois, c'est le moment Eureka. Si à un moment donné, il y a une étincelle, quelle qu'elle soit, dans ce que je propose, qui fait que j'ai gagné ma journée. Je me sens profondément utile pour moi, pour les autres, pour le monde. Ma journée a servi à quelque chose et c'est trop kiffant, quoi. Juste cette étincelle. Et quand, parce que je suis en quête de ça, et je vois les gens qui sont en quête de ça, tu es en quête de ça, je crois. Je Euh, pense que beaucoup des personnes qui vont nous écouter sont aussi en quête de ça, connaissant ça un fait, peu l'audimat de Theratypique. ça fait un paquet de gens en quête d'étincelles, tout ça. Et c'est trop kiffant parce que c'est là où se situe vraiment décloisonnons et allons à la recherche de ces petites étincelles. Et donc, j'ai abordé à peu près chaque chapitre. Tu vois, là, je parlais des trois moteurs, qui est vraiment un des chapitres. Mm. Euh, Comment, de là où on est, on va se laisser porter par l'aventure que je propose. Ah oui, avec la particularité, je ne sais pas pourquoi, et en même temps, je le sais, je voulais que le livre puisse être ou étudié ou traversé. Parce que moi, j'aime bien, des fois, étudier ou traverser les livres, et c'est pas du tout la même chose. Donc, il peut être traversé en 1 heure et demie, 2 heures, le temps d'un film. Oui. Alors que pour l'étudier, ben, en fait, faut se poser et prendre la petite base que je défriche pour aller profondément comprendre tous les tenants et aboutissants de chaque chose et aller prendre, bien entendu, d'autres sources pour venir Mm. confirmer, infirmer. Et là, ça prend beaucoup plus de temps. Mais je voulais que ça puisse avoir ces deux vitesses. Mm. Et je mettrais même une petite nuance là-dedans. Mm. Justement, ça permet. euh, Moi, je l'ai vu par rapport à ma manière d'appréhender la lecture. Généralement, un livre, un ouvrage, quel qu'il soit, la première fois que je le lis, je le traverse, Mm. comme tu le dis si bien. Euh, voilà, je le lis d'une traite très vite. Et, euh, et ça me plaît, hein, et souvent, quand j'ai envie d'aller plus loin, je relis l'ouvrage. Et ça m'est arrivé sur un tas d'œuvres, voilà, que je pourrais citer, hein, la Horde du Contrevent, je l'ai lu 4, 5 fois, ça de Stephen King, et à chaque fois, je découvre de nouvelles choses. Et ça permet en effet, la manière dont tu as écrit ton livre permet à la fois cette lecture de découverte, de plaisir, voilà, de nouveauté, et de pouvoir y revenir facilement euh, pour approfondir un concept, deux concepts, la totalité du phénomène. Et en ça, c'est vachement intéressant aussi. On parle pas, hein, on parle pas d'un bouquin qui fait 400 pages et qui soit un pavé euh, particulièrement indigeste. Voilà, comme disait Franck, hein, en 1 heure et demie, 2 heures, ça se lit sans lire entre les lignes, vraiment en ayant lu tous les mots, en ayant eu toutes les idées. Et ça permet d'y revenir par la suite, après cette première découverte. Mm. Et, et je trouve, moi personnellement, la construction très,
très bien pensé, très efficace. Et, euh, et j'y ai discerné très vite ta patte de facilitateur en intelligence collective, cette, euh, cette capacité à switcher les mécanismes du cerveau dans la lecture, à briser un petit peu les repères pour entretenir hein, l'énergie mobilisée dans la découverte et l'apprentissage. Hmm. Quand est-ce qu'on peut espérer le trouver dans nos kiosques? C'est une bonne question. Il y a plusieurs pistes actuellement. En numéro un, faut que justement, peu à peu, je calme le petit général perfectionnisme pour qu'il jamais rien n'est parfait et que j'accepte. Mais comme je l'ai déjà fait une fois dans ma vie, je pense que ça va le faire, dans le sens où bah, Chaos Fertile, c'est un jeu qui a fini en boîte. C'est une boîte finie, c'est du matériel, c'est plus un jeu de cerveau. Et j'ai dû, à un moment donné du temps, tard, lâcher. Et donc, il y a des coquilles, obligatoirement. Il y a plein de choses que j'aurais fait ça. Mais c'est OK. Donc, je pense que j'en suis pas encore tout à fait là avec le manuscrit, mais bientôt. Et donc, il y aura plusieurs possibilités au niveau de l'édition. Et je reste hyper ouvert à ce qui va arriver. Et j'ai hâte bah, de sortir un peu ce que je disais tout à l'heure de moi, les autres, le monde, de sortir, d'aller vers les autres que je ne connais pas et de prendre le pouls. Je cherche pas à savoir si ça va être critique positive ou négative, mais je cherche à voir comment et quelles vont être les étincelles. Ça me fait kiffer d'avance. Donc, c'est un des moteurs aussi pour lequel je lâche pas. Trop Donc, je bien. peux pas dire quand, mais bientôt. On est en phase de finalisation. Je suis en phase de finalisation du contenant. Et on verra, non, du contenu. Et on verra pour le contenant la forme que ça prend. N'oublie pas, hein, n'oublie pas que dans l'édition, on peut avoir plusieurs éditions à la fois pour les livres, mais aussi pour les jeux. Et que entre deux éditions, on peut aussi faire évoluer et justement se permettre ce mécanisme d'itération. En tout cas, j'ai grand hâte de découvrir le livre fini, de l'avoir parce que là, je l'ai en mode imprimé sur des feuilles, un peu brouillon de travail, entre guillemets, brouillon de travail Hmm. pour l'enregistrement d'aujourd'hui, pour participer à cette relecture. Mais c'est vrai que j'ai un plaisir non dissimulé et unique de tenir un livre dans les mains et, et de feuilleter l'objet livre. J'ai un petit côté un peu matérialiste sur certains Hmm. points, je le reconnais. En tout cas, dans les commentaires, enfin, et puis dans la description de cet épisode, on mettra toutes les infos pour suivre ton actualité, à la fois sur le site Chaos Fertile, le lien vers les formations, les résidences que tu proposes aussi pour de la Hmm. création. Ça va bientôt venir, ça, il me semble, hein. Tout à fait. Tu peux, si tu le souhaites, en parler un petit peu aussi, hein, Ça marche. voilà. Ouais, comme on a pris énormément de plaisir et d'une belle énergie à créer ce jeu, on a plein d'idées de nouveaux jeux. Il y a des choses qui, au bout d'un moment, qui sont plus pressantes que d'autres. On s'est dit, il faut que j'ai un temps dédié à ça. Et que durant ces 4 ans, on a rencontré plein de créateurs de jeux, tous plus fantastiques les uns que les autres. Euh, avec mon associé Charles Fontaine et avec Étienne Galminch, on s'est dit on va créer une résidence un peu fofolle, de réunir des porteurs de jeux. J'ai demandé à un ami à moi qui est un super facilitateur animateur. Et en fait, on a designé cette sorte de résidence qui n'est pas vraiment une formation, mais il y a quand même des thèmes. Et nous-mêmes, on va se mettre au sein de la résidence qu'on a designée. Donc ça, c'est trop kiffant. Et Mathieu, il va un peu orchestrer tout ça. Et l'idée, c'est de pouvoir arriver avec un prototype et ressortir avec un prototype musclé. Donc ça va être de la pure
du pur codev, du pur game, du pur prise de tête, comment on écrit une notice compréhensible par un autre être humain. Et donc, ça se prévoit. Vous pouvez trouver mes liens et tous ces liens-là sur la page KO Fertile sur LinkedIn ou sur ma page perso. Et ça se prévoit pour la première semaine de mars. Ou la fin mars. Bienvenue dans le monde des atypies et de la multipotentialité. Ouais. Et cette résidence s'appelle Ludinova pour aller vers une nouvelle manière de voir les choses ludiques et que enfin on puisse croiser le futile et l'utile parce que c'est vraiment la danse des deux, Mmh. notre expérience humaine. Ni chiant, ni trop joueur, ni pas assez, mais qui mixe Le curseur entre les extrêmes, le encore curseur. et toujours. Eh bien, voilà, on mettra tous les liens aussi sur ton profil LinkedIn, sur ta page perso, toutes les infos, qu'on peut avoir. Chers auditeurs et auditrices, j'espère que ce premier épisode de Terra Incognita, vous aura plu. On attend vos retours, voir comment le format est accueilli, qu'est-ce que vous pouvez en attendre, et comment, à force d'itération, on arrivera à faire un format qui convienne à tout le monde. Merci infiniment, Franck, d'avoir été mon premier invité. C'est un réel plaisir et un immense honneur de de t'avoir eu pour cet échange. Et puis je te dis à tout bientôt et pour tout le monde, prenez soin de vous surtout. Merci beaucoup Florian et Honoré également. Terra Incognita, c'est plié pour aujourd'hui.